père est breton, brestois, d'une famille de brestois, de marins, d'hommes de guerre. Et de toute façon, en Bretagne, on n'avait pas trop le choix. Ou bien on était soldats, ou bien on était curé, mais bon, il n'y avait pas à manger, donc il fallait bien faire d'une façon ou d'une autre. Donc, ça c'est mon père. Ma mère, par contre, ma mère c'est plus compliqué déjà au départ. Son père était un anarchiste connu, d'origine espagnole, orphelin, espagnol des Flandres déjà, c'était pas un espagnol direct. Et ma grand-mère appartenait à une grande famille du sud de la France. Donc déjà, il y avait un problème quelque part. Et ma mère était profondément anarchiste, alors que mon père était profondément traditionnel. Donc, toute petite, on a su qu'il n'y avait pas une vérité, mais plusieurs vérités. Tout dépendait du monde dans lequel on vivait, tout dépendait avec qui on était, et que des points de vue pouvaient être différents, voire à la limite de la contradiction, et être valables l'un et l'autre. Donc c'est une certaine ouverture d'esprit au départ. Mes parents ont toujours beaucoup voyagé. Mes parents étaient en Indochine en 1930. Mon père était officier interprète, faisant office de notaire. Donc lui a toujours travaillé, quand il était à l'étranger, il a toujours travaillé en parlant la langue de l'endroit où il était et en essayant de connaître les coutumes des peuples qu'il côtoyait. Donc il n'était pas trop paternaliste quand parce qu'il fatalement il participait à des actions de colonisation. À cette époque-là, c'était la mode, mais toujours en sachant à qui il s'adressait. Et il parlait plusieurs langues, parce que de toute façon, on lui avait interdit de parler la sienne quand il était petit, donc il trouvait qu'être puni pour parler sa langue, c'était pas normal, et quand il arrivait, qu'on obligeait les populations à parler français, il ne trouvait pas ça normal. Donc lui aussi a eu quelques problèmes avec sa hiérarchie. Quand ils sont revenus, quand mes parents sont revenus en France, c'était la guerre, mon père est revenu en 1939, et comme il parlait plusieurs langues, il était officier du chiffre, donc il était envoyé en Bretagne pour le mur de l'Atlantique, contre-espionnage. Donc il est parti avec comme couverture sa femme, ses deux belles-mères, enfin toute la famille est partie en Bretagne, à Saint-Malo. Et c'est là que je suis née. Et après, il est allé dans le camp de Couët-Quidan, où il a continué le même avec des tirailleurs sénégalais. Donc il y a toujours eu des gens étrangers autour de nous. Et quand on a été un peu plus grand, donc on a habité à Saint-Rémy-les-Chevreuses, après on est parti à Paris, après on est parti à Dakar, après on est revenu à Paris, après moi j'ai circulé dans beaucoup d'endroits en France. Mais on a toujours eu des étrangers qui passaient, que ce soit à Dakar ou que ce soit à Paris. Paris évidemment c'est une plaque tournante, donc tout le monde passait, et dès qu'on a eu une dizaine d'années, on avait le droit de dîner ou de déjeuner avec les personnes qui étaient là, à condition qu'on sache dire leur nom correctement. Et c'était quelquefois très difficile de dire les noms correctement. À partir de ce moment-là, on avait le droit d'être à table avec tout le monde, d'écouter ce qui se disait, mais pas celui de parler. Et ça a été très longtemps. C'est une éducation qui n'existe plus. J'ai eu la chance aussi, étant toute petite, au même endroit où mon père nous emmenait le matin. On avait une grande maison avec un grand jardin et un mur mitoyen avec des musiciens, des juifs viennois. Fabuleux, mais fabuleux. Lui était pianiste, sa femme était violoniste, et très régulièrement, des solistes de l'Opéra de Paris ou de l'Orchestre National venaient travailler, rire, s'amuser. Et là, mon professeur, monsieur Herman, m'appelait parce que je faisais la folle dans le jardin avec mes frères. Il me disait, viens par ici, toi, viens te mettre au piano, montre-leur ce que tu sais faire. Et là c'était paradis.
Et ma mère me cherchait partout. Elle est chez Monsieur Herman, elle n'avait pas vu Anne-Marie. Mais si, elle est contre le piano là. Donc, avoir la chance de tomber dans ce genre d'atmosphère si petite. Moi, j'ai eu un piano pour mes 6 ans, c'était un Pleyel. Rien à faire. Bon. Tu as rien pendant un certain temps, mais quand tu as quelque chose, c'est pas du luxe, mais c'est haut de gamme. Le dimanche matin, on allait chercher de l'eau à la source avec mon père. Donc, mon père me prenait, parce que j'étais l'aînée et j'étais prête la première. Je ne sais pas pourquoi ça a toujours été comme ça. Donc il me prenait par la main pendant que ma mère préparait mes frères, dans l'ordre d'arrivée. Donc on allait faire un petit tour, on allait chercher de l'eau à la source. Et mon père m'expliquait les choses. Puis après, on allait chercher mon frère le plus âgé, et mon père expliquait autre chose pour mon frère, plus spécifique pour mon frère. Puis après, on allait chercher le petit, et là on n'expliquait rien du tout, on jouait. Bon. C'était fini les explications. Mais ça a duré 5 ou 6 ans, ça. Donc, mon père expliquait les choses. Donc, je me suis toujours dit que quand tu savais quelque chose, tu devais l'expliquer à quelqu'un d'autre. Parce que c'est ça la vie. Tu as un morceau de quelque chose, et puis tu dois transmettre. C'est pour ça que je suis prof. Bon, je resterai prof, je veux dire. C'est à vie. Mais d'un autre côté, tu transmets quelque chose qui doit être, comment dire, exploité par celui à qui tu le donnes. Donc tu ne transmets pas n'importe quoi. Tu essaies de voir qu'est-ce qui va apporter quelque chose à la personne à qui tu le dis. Donc ça, c'est fondamental. Et ça, tu peux le faire qu'avec les gens que tu aimes. Les autres, t'en as rien à faire. C'est un peu rêve, mais bon. Et l'avenir, c'est quand même les enfants. Je veux dire, donc on a quelque chose, on a quelque chose à leur transmettre du niveau du savoir, et on a quelque chose à leur transmettre du niveau de la philosophie de la vie. Ce sont deux choses différentes. Et pour moi, la philosophie de la vie, elle est obligatoirement liée à l'art. C'est indissociable. J'habitais Castelnau de Gers, j'avais 20 ans et voilà, j'ai dit j'aimerais aller faire la figuration. Je me suis présentée comme j'attendais mon nom, je donnais mon nom et puis il me dit demain à telle heure soyez là. Donc c'était 6 h du matin, comme c'était l'été quand il faisait beau. Je me levais, je ne dormais pas la nuit, mon père me disait allez viens je t'amène. Et puis on s'était regroupé en un groupe de Castelnau, comme à l'époque on n'avait pas les voitures comme maintenant. On partait avec la camionnette des vendanges, ça faisait rire, c'était éclatant. Et alors, bon voilà, éclatant, c'est un mot, ouais, bon, moi je dis comme ça, je parle comme ça. Et après, on est arrivé, on a fait l'accueil, voilà. D'abord j'étais habillée en pompadour. Alors j'étais quand même à 20 ans, j'étais bien, en marquise, j'étais habillée, j'avais une robe en bleu ciel. Elle m'avait mis, parce que j'avais les cheveux très courts bruns, elle m'a mis une perruque blanche, blonde. Et puis ce qui m'a plu le plus, c'était la mouche sur la poitrine. C'était bien, on avait le cœur qui battait, on ne se rendait pas compte. Et puis tout d'un coup, avec les copines du village, et puis 2 ou 3 personnes de Pézenas qu'on ne connaissait pas, qu'on a connues par la suite, on te voit arriver Belmondo, ce fameux Jean-Paul Belmondo, et puis la belle Claudia Cardinal. Et puis un jour, on m'habille en paysanne. Alors donc, on me met un chemisier bien décolleté, bon, ma poitrine en vue. Et puis après, on me met un bonnet blanc sur la tête avec un grand jupon. Et bon, les chaussures, ça n'avait pas d'importance, c'était l'été, on avait des claquettes. Et alors, tout d'un coup, je vois le metteur en scène, Philippe de Broca, qui m'appelle. Et qui me dit, vous là-bas, vous là-bas. Moi, je me retourne. Et je ne voyais pas, venez-vous, vous là-bas. Alors, je m'avance avec toutes les deux. Et puis alors, il me dit, voilà, vous allez dire ça. Comme c'est la douceur qu'il est, c'est un brigand, un voleur, tout ça, vous allez dire que si c'était votre mari, et que vous ne le voulez plus, que vous porterez Serge à Saint-Antoine s'il était pendu. Et je dis ça. Voilà, le texte. Et puis après la scène, stop, on coupe et voilà. Et je suis repartie. Et le lendemain, on m'a dit revenez encore. Et alors là, c'était la grande foulée, toujours la même scène. Alors on a tout fait. Et après,
voilà, comme ça, on a crié vive Cartouche, vive Cartouche. Et alors à ce moment-là, moi, dans la foule, on ne sait pas, moi je sais où je suis. Et quand j'ai vu le film, j'ai dit j'étais là, mais ça passe tellement vite que, voilà. Et après cette grande scène qu'on criait vive Cartouche, mademoiselle Cardinal, elle me dit, vous savez, j'ai besoin d'aller au petit coin. Et alors moi, comme le docteur David, c'était le docteur du village à l'époque, et je l'amenais chez ce docteur David, aller aux toilettes de madame Cardinal. Et ensuite, tout le monde l'a regardé et tout, et puis le docteur est sorti, se demandait qu'est-ce que c'était. Alors j'ai dit, madame Cardinal, oui, rentrez, tout ça et tout. Enfin, et puis après, on est partis ensemble, on a fait un bout de chemin, elle m'a embrassé, elle m'a dit, c'est bien, merci. On passait au maquillage avant, on nous faisait un super maquillage, et en plus c'était l'été Cartouche, et il faisait chaud. Et alors je te dis pas, alors ces maquillages qu'ils faisaient là, avec des gros trucs pinquins qui te mouillaient l'éponge, tout ça, et puis ils me mettaient des mouches là. Alors moi j'avais toujours le mot pourri, mais tu sais, cette chaleur qu'ils faisaient, les froufrous, les robes et tout, et on nous habillait, on était à deux, c'était Lise de la Mare qui m'habillait à moi, tu t'en rends compte, parce que j'ai beaucoup de mémoire. Elle me disait, il fait chaud, dès que vous avez au moins, mettez-vous à l'ombre. Et on prenait de l'eau. Et ma mère était venue me voir avec ma soeur. Ma soeur qui était encore en vie, donc. Et ma mère qui n'est plus là. Et elle venait, elle me portait à boire. Et je me souviens qu'il y a une bar qui s'appelle le Café des Variétés, encore à Pézenas. C'est sur la grande place qu'il y a le Grand Maria, le marché. Le samedi, tu montes tout à Fango, il y a le marché, il y a un grand bar. Et là, on se réunissait tous les artistes, on les voyait tous. Et même j'ai une dédicace de Jackie Blanchot et du boxeur là, comment il s'appelle? C'est le copain de Belmondo là. Je ne me rappelle plus, Maurice Ozel il s'appelle. Et lui, on était là, on buvait. Alors à l'époque, c'était la grande époque où étaient sortis les Schweppes. Belmondo, il en prenait les secoués, arrosait tout le monde. Il y avait Claudia Cardinal qui arrivait décontractée automatiquement. On faisait que rire après, mais c'était bien, c'était un clan, là, on était 30 là, on rigolait, c'était bien. Mais c'est une époque historique. Moi j'ai des albums magnifiques de partout. J'aurais voulu faire de la figuration. Voilà. Ça me plaisait. Mais à l'époque, les parents, ils avaient peur de quoi que ce soit, tout ça. Alors ils m'ont pas laissé partir. J'ai fait un dossier, j'ai envoyé, et j'avais réussi le concours, mais je ne suis pas partie. Et peut-être je serai une star de cette heure aussi. Et chaque année, on y allait. Enfin, j'y suis allée presque 20 ans. À l'époque, j'y suis allée à l'ancien palais des festivals. La Croisette envahie, tout flag, grandiose. J'étais là, sur cette Croisette. Alors moi, je faufilais d'un côté de l'autre, j'allais par-ci, par-là, je regardais tout. On a été faire les cinémas, on a passé des bons moments avec ce copain qui est gentil. J'ai vu Stallone, j'en ai vu plein, j'ai vu Anjani, j'ai attendu 3 heures pour voir Nicole Kidman. L'année après, rebelote, nous repartons à Cannes. Et nous repartons, nous organisons mieux pour la montée des marches, pour tout, et ça, c'est fantastique, c'est féerique, on n'en croit pas les yeux, on y est là, tout ça et tout, c'est beau, et on n'en croit pas les yeux. Et j'en ai vu plein, j'ai vu de nouveau, j'ai vu Jeanne Moreau, j'ai vu Vanessa Paradis, je ne peux pas le dire parce que j'ai les albums, là, je me rappelle de tout ça. J'ai commencé à laisser parler des festivals, donc maintenant c'est détruit. Le premier que j'ai vu, c'est Jeanne Fonda avec son père et Michael Douglas. Après, j'ai vu Marina Vladi au Royal Bar, parce que maintenant la Croisette c'est chicos, on voit que du monde de partout. Avant, les artistes sortaient d'un côté à l'autre, donnaient des autographes, maintenant on ne les voit plus, c'est du vite fait, c'est pas bien. Et puis j'ai arrêté parce que j'en avais marre, c'était trop snob, et c'était pas comme avant on allait partout, et voilà. Et puis alors un jour, j'ai eu l'idée d'aller faire Deauville. Alors là, Deauville, c'est beau. Alors nous voilà partis avec mon copain en question. Et voilà, nous arrivons à Deauville, on avait réservé la chambre d'hôtel. D'abord, je vais en Normandie, je vois une foule. Ah, sur qui je tombe? Je vois arriver un mec en vélo, j'ai Richard Bourringer, dès que je les photos. Richard Bourringer, en vélo. Alors j'ai dit, vous voulez me faire une photo, s'il vous plaît, avec vous? Et attendez que je descende de la bécane, et puis on prend la photo devant le Normandie. On a fait la photo. Et après, alors il m'a fait des dédicaces, fait ce jour-là entre Cannes, et j'ai bien quand même 40 dédicaces de Deauville et de Cannes.
Et alors après, merci, j'ai embrassé, on a fait la photo, super. J'ai dit, je suis de Béziers. Alors pour la Biterroise, c'est la dédicace, tout ça et tout. Et il me dit, voilà, le pays du rubis, il me dit et tout, voilà, c'est vrai. Ensuite, voilà, on va d'un côté de l'autre. Et puis je vois Laurent Bien, celui qui est à Canal Plus, là, qui présentait les films. J'ai pris des photos avec lui, super chouette et tout. Et après, il m'a dit, si vous ne faites pas de bruit, vous pouvez rentrer. Qu'est-ce qu'il ne m'a pas dit? Le lendemain, rebolote, je pointe en Normandie et je rentre. Alors j'ai vu Mastroianni, la fille de Mastroianni. J'ai vu celle qui joue dans Classe Mannequin. Tout d'un coup, je vois arriver un petit minus avec un tricot bleu et en plus j'ai la photo dans l'album, parce que j'ai plein d'albums, Monsieur Sarkozy. Et j'ai dit bonjour Monsieur Sarkozy. Et je lui dis un jour, peut-être que jamais vous serez président, oui, parce que vous êtes petit. Et regardez, et c'est vrai, c'est vrai. J'ai la photo, je le jure devant Dieu. J'ai économisé, je suis partie en Californie. J'ai fait Los Angeles, Las Vegas et San Francisco. Alors là, j'ai tombé les bras, les yeux, tout, j'ai tout tombé. Quand je suis arrivée à Hollywood, quand je suis arrivée visiter les studios Universal, quand je suis allée visiter Los Angeles, Beverly Hills, tous les trucs de Marilyn Monroe que j'adore à l'heure actuelle même. J'ai visité toutes les belles pioles, toutes Valley Beach, tout, partout on a tourné, Alerte Malibu, tout partout, j'ai visité tout. On est resté 15 jours avec le voyage GRV, le voyage de Béziers là. Et après, alors vraiment, le rêve américain. Tout était bien. Après, on a été à Las Vegas. Alors là, Las Vegas, c'est le top, la cerise sur le gâteau, mais grosse cerise sur le gâteau. On est au milieu, là. On est à Las Vegas. Vous vous rendez compte combien de kilomètres on est de Béziers. Et je vais toujours au cinéma, toujours. Des fois, je double le lundi, j'en vois un à 18h ou à 16h, je vois l'autre à 18h. Suivant les films, j'ai baissé un peu sur les films un peu fantastiques, c'est bidon, mais les bons films, comédies, tout ça, surtout avec Bruce Willis. Toujours du cinéma, toujours. J'ai voulu faire de la figuration, quoi, de commencer, doubler ou faire ça me plaisait beaucoup, ouais. Et je suis enchantée comme une gosse par moment quand je pensais à tout ça, là.